Chirurgien chef de clinique, César Prat nous dévoile tout sur son métier aujourd'hui dans le sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui part à la recherche de ceux qui l'ont trouvé. Aujourd'hui, je suis à Caen, en Normandie, où il fait beau, comme d'habitude, évidemment. Je reçois César Prat. Non, ce n'est pas un acteur cette fois, même si son nom pourrait le lui permettre. Et à vrai dire, ça sonnerait un petit peu mieux en californien. César Praz. Mais non, il n'est pas ça. Il n'est pas non plus un descendant de l'ex-copain de Cléopâtre. Ou en tout cas, pas à sa connaissance, n'est-ce pas César ? Tout à fait. Il n'est pas le fils du célèbre magicien qui cria un jour pour la première fois « Abracadabra ». Les ravages de l'évolution du langage à travers le temps sont merveilleux. Non, César n'est rien de tout ça, mais il est, mesdames et messieurs, toi l'auditeur, chef de clinique en chirurgie orthopédique et traumatologique au CHU de Caen. Et oui, ça en jette. C'est un peu le métier que tes parents rêvent que tu fasses jusqu'à ce que tu leur annonces que tu veux faire un tour du monde avec ton sac à dos et que les études, c'est nul. Sauf que César, ça aussi, il l'a fait. Il a pris son sac pour aller vivre à Tahiti, pour de vrai. Alors, je ne l'aime pas beaucoup, ce mec. J'ai même envie de lui chanter cette chanson de Vianney qu'on entend maintenant. Et oui, je te déteste parce que tu nous ramènes tous à notre médiocrité, nous les gens normaux qui n'installons pas des hanches artificielles sur des grands-pères qui rêvent de rejouer au tennis le dimanche. Alors voilà, on va parler de ça aujourd'hui, de la santé, du monde chirurgical, de ce qui se passe derrière le rideau quand on nous met sur le torse celui-ci après une péridurale. Voilà, c'est maintenant et merci César de m'accueillir chez toi à Caen après le travail. Eh ben, merci à toi, bonjour Vincent. Bonjour, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Ah, tu n'as pas travaillé aujourd'hui ? Non, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Ah, je m'étais dit, il va m'accueillir, il aura opéré 4 personnes, il pourra m'en parler. Ben non. Et non, pas aujourd'hui. Et non. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, enfin, j'ai pas travaillé, je veux dire, j'étais pas à l'hôpital, mais j'ai travaillé sur un... Parce qu'on fait pas que opérer des gens et voir des gens en consultation, on travaille aussi sur ce qu'on appelle des articles qui sont publiés soit dans des revues scientifiques, soit dans des livres destinés à la formation. D'accord. Pour tous les chirurgiens. Et quand je te dis que j'ai pas travaillé, c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que j'ai fait ça aujourd'hui. Parce que je dois écrire un chapitre de livre pour un bouquin qui va sortir l'année prochaine. Donc tu es écrivain en plus du reste. Bah, écrivain, oui, ça fait partie du métier de transmettre ce qu'on sait. Donc, et puis ce qu'on fait, donc on m'a demandé de le faire, donc je le fais avec plaisir. Ok. Donc voilà. C'est un exercice que tu aimes, faire ça. Ouais, j'adore ça, ouais. Ouais, j'adore ça. Ça me permet de se retrouver seul face à soi-même, devant son ordinateur, et puis c'est sympa un peu de se retrouver au calme et puis de faire ça, de lire et puis d'apprendre en même temps, parce qu'on apprend toujours quand on prépare quand on écrit soi-même des choses, quoi. Magnifique. Écoute, voilà, je ne savais pas que le chirurgien avait aussi un rôle d'écriture récurrent, parce que tu fais ça régulièrement ou ça reste ponctuel ? Non, c'est régulièrement. D'accord. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant c'est assez régulier. Très bien. Est-ce que j'ai fait une erreur dans ta présentation ? Ah non, pas du tout. Non. C'est une présentation très rigolote. J'aime bien. Très bien. Tu n'as pas beaucoup ri. Je vous reconnais la froideur du personnel de santé. Ah si, j'ai souri quand même. Ah, tu as souri. Souri, c'est beaucoup pour moi. Ah, c'est pas mal. Eh bien, pour savoir justement si les gens qui nous écoutent t'ont déjà croisé ou t'ont déjà vu sourire, Ouais. on va faire renaître une interview que tu as peut-être déjà entendue dans le podcast, parce que je sais que tu écoutes certains épisodes. Ah, mais je suis un grand fan. Incroyable. C'est ce qu'on verra à la fin. Il y a quelques questions sur ta connaissance du sens. Mais en l'occurrence, on va faire une interview « Je te connais », celle que je faisais au tout début. Est-ce que tu es prêt ? Bah écoute, je suis prêt. Je me rappelle plus ce que c'est, mais je suis prêt. Alors, tu peux lancer le jingle ? Bah, jingle. Mais je l'ai déjà entendu. L'interview, je te connais. Ah si, je te jure. Mais tu blagues, je connais cette personne. Excellent, César. Donc oui, évidemment, à chaque jingle, nous buvons une gorgée de rouge. Heureusement que ce n'est pas un marathon d'interview, puisqu'on serait vite bourré et la fin n'aurait plus de sens, n'est-ce pas ? Plus aucun sens. Aucun. Aucun sens. On en est qu'à la première bouteille, on a de la marge. C'est vrai. Est-ce qu'un chirurgien boit beaucoup ? Non, comme tout le monde, je pense. Ouais. Le week-end, entre amis. Avant d'opérer. Non, le chirurgien ne boit pas tous les jours, le soir. Heureusement, c'est mieux pour les patients. J'imagine. L'interview « Je te connais » consiste en la chose suivante. Je te pose la question si je t'ai croisé quelque part. Où est-ce que c'est ? Tu dois me répondre. Première question, si je t'ai croisé à l'école primaire, où était-ce ?
Oula, c'était loin d'ici. C'était en Haute-Savoie, dans la banlieue d'Annecy, à Épagny, à l'école primaire. C'est là-bas que j'ai grandi, quoi, parce que mes parents habitaient là-bas. Donc, Très bien. Voilà. Donc ton nom César Prat est originaire de la région. Originaire de Savoie. De Savoie. Ouais, Prat, ça veut dire pré en savoyard, quoi, tout simplement. Donc tu avais une carrière de fermier qui était toute promise. Donc, voilà, je suis descendant d'un fermier. Voilà. Comme Excellent. quoi, tout est possible. Hein. Magnifique, tout est possible. Croyez en vos rêves. Si je t'ai croisé à la fac, où était-ce? À la fac, c'était à Lyon. Enfin, ça aurait dû être à Grenoble parce qu'on est sectorisé. Les facs, c'est sectorisé, mais j'ai choisi Lyon parce que Grenoble, j'aimais pas. Et puis en plus, Grenoble, c'était un peu plus compliqué la première année parce que c'était sur DVD à l'époque, donc on restait chez soi devant un ordinateur. Donc moi, j'avais envie d'aller physiquement à la fac, donc j'ai choisi de faire une dérogation et je suis allé à Lyon. Si je t'ai croisé dans un endroit de rêve, quel était-il? Bah, Tahiti, forcément. Tahiti, Ouais. là où tu as vécu pendant quelques temps. Ouais, pendant 6 mois. Si je t'ai croisé au moment de ta pire honte, Et franchement, Vincent, j'ai beau réfléchir, j'ai pas de. tu n'as jamais eu honte dans ta vie? Ben, plusieurs fois, mais j'ai pas un souvenir précis là à te donner. Très bien. Et Très parlant, quoi. donc, si je t'ai croisé au moment de ta plus grande fierté, est-ce que tu auras plus de facilité à... Ouais, mais ça, c'est plus simple, ouais. Tu vois, c'est Alors plus simple. Parce que dans l'avion, on se rappelle que des bons souvenirs. On en a parlé il y a pas longtemps, il me semble. C'est vrai, toi et moi. Et la plus grande fierté, c'est évidemment de la thèse de médecine, quoi, qui était D'accord. l'aboutissement de beaucoup de travail. Donc, c'est une fierté, parce que c'est le moment où il y a toute la famille qui est là. Donc, ouais. Combien d'années en tout as-tu étudié? Ça dépend d'où on prend le début et on prend la fin, mais Je dirais on va post-bac. dire 12 ans, quoi. 12 ans après Ouais. le bac. Ouais. D'accord. 12 ans d'études, ouais, exactement. Ce qui fait de toi, ça porte vraiment pas vraiment de nom, puisque au-delà du doctorat, comment on appelle ceux qui étudient encore derrière? Bah, je crois qu'on les appelle pas. J'en sais les pas. Je me appelle suis pas. jamais posé la question. On les appelle des chirurgiens orthopédiques ou de chirurgiens autres. Sûrement. Mais bon, c'est beau d'être un étudiant un peu toute sa vie. Puis c'est un peu le but de la vie, de continuer à apprendre. C'est vrai, je suis là tout Tous à les fait jours. d'accord avec toi. Mais bravo Ouais. en tout cas. Merci. D'être accroché jusqu'au bout, et d'en voir le fruit de tes efforts aujourd'hui. J'imagine. En tout cas, on va le voir après dans l'interview plus longue. Ouais. Encore quelques questions sur cette interview, je te connais. César, si je t'ai croisé en train de faire du sport, où est-ce que c'était? À faire du sport, ouais, plein d'endroits différents, parce que je fais pas mal de sport. Je suis excellent dans aucun sport, mais j'aime bien en faire plein différents. Donc, tu as pu me croiser aujourd'hui à vélo, cet après-midi. J'ai fait 68 aujourd'hui. Tu as fait 68 bornes Ouais. aujourd'hui. Ouais. Voilà, comme quoi, Ouais. tu vois, le Ça permet de chirurgien- couper dans le travail, quoi. Ouais, le chirurgien prend soin de son corps et de son enveloppe et de sa plastique. Exactement. Fabuleux. On a terminé avec cette petite interview qui permet de te connaître un peu mieux. Si quelqu'un t'a croisé, peut-être qu'il t'a croisé aux endroits que tu as exprimés. Et bien maintenant, on va passer à l'interview urgence. C'est parti avec un jingle que j'adore. L'interview urgence. Donc c'est parti. Interview urgence. Mon cher César, on se pose tous 1000 questions sur ton métier. La première étant la suivante. Tu as combien d'années d'expérience pour combien d'opérations en tout? Quel est le ratio? Ça fait combien de temps que tu es chirurgien? Moi, ça fait 2 ans que j'opère tout seul. J'en opère entre 10 et 15 par semaine, je dirais. D'accord. Donc, voilà, faire le calcul. Hein. 10-15 par semaine. Il y a Voilà. à peu près 52 semaines. Tu prends quoi? Un mois de vacances dans l'année? Voilà, donc je dois opérer plus de 1000, quoi. D'accord. Ça fait beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, devient mécanique et machinal, ou est-ce qu'il y a toujours un espèce de Alors, petit, tu vois, il y a un toujours, cérémonial, etc. Alors moi, je suis un jeune chirurgien. Je prétends pas avoir l'expérience qu'ont certains de mes collègues, bien sûr, mais bien sûr qu'effectivement, on est bon dans ce qu'on fait souvent, quoi. C'est vrai pour tout. Hein. C'est vrai pour ce qu'on fait dans la vie quotidienne. C'est aussi vrai pour la chirurgie. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis aux patients. Il y a des choses que je fais très souvent. Et voilà, il n'y a pas de problème. Les choses que je fais moins souvent, je n'hésite pas à les envoyer vers un de mes confrères experts dans le domaine, ou alors à prendre conseil et à demander à quelqu'un de venir m'aider, parce que c'est des gens en face. Hein. Donc jamais je me lance sur quelque chose que je ne maîtrise pas, quoi. Ok, Jamais. d'accord, parce que c'est vrai que parfois on se dit, j'ai un petit jeune, je sais pas s'il est vraiment bon, il va m'opérer à cœur ouvert. Je parle d'autres évidemment domaines que le tien, Ouais. mais les gens ont toujours cette espèce de premier truc, en fonction de s'il est vieux ou s'il est jeune, il sera un bon chirurgien. ou un Ouais, mauvais. alors ça c'est une réflexion. Tu fais bien d'en parler parce que c'est une réflexion qu'on me fait souvent. Ça, vous êtes jeune, J'imagine. mais moi ce que je leur réponds souvent, c'est, vous savez, on a un président qui est jeune, ça ne lui empêche pas de diriger le pays. C'est-à-dire que pour moi, la qualité, c'est pas lié à l'âge, quoi. Hein. Puis j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui sont
50, 60 ans, on ne peut pas dire que ce soit des exemples pour tout le monde. Donc l'âge, pour moi, n'est pas un gage de qualité. Ce qui est un gage de qualité, c'est la rigueur, et puis la passion, et surtout la technique et l'intérêt qu'on porte à ce qu'on fait, quoi. Tu parles évidemment comme un livre, mais moi j'aimerais bien savoir, alors peut-être que tu vas pas pouvoir me répondre, mais au bout de combien d'erreurs un chirurgien pourrait être destitué ou sur le truc? Parce qu'on se dit toujours, dans un domaine d'activité, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens, même s'il n'est pas très bon, il opère quand même, tu vois? Ouais. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, même si c'est le dernier des chires, peut-être qu'il sera quand même là. Est-ce qu'il y a une telle statistique, nombre d'échecs d'opérations? Alors, dans ce cas-là, on va te faire repasser des années d'études ou un truc. Comment ça se passe? Non. Alors, ouais, c'est une question intéressante et difficile à répondre. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on a des garde-fous qui sont... de toute façon, nous, on est sous le coup de la loi en permanence. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, le patient peut porter plainte au civil ou au pénal en fonction de la gravité des choses. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez fréquentes, parce que en médecine et en chirurgie, de façon générale, il y a deux choses à différencier. Il y a la complication qui peut survenir, qui fait partie de ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. L'aléa thérapeutique, ça veut dire que quand vous êtes opéré ou quand tu es opéré du genou, d'un ligament croisé, par exemple, on sait qu'il y a tant de pourcents des patients, on le sait parce qu'on a étudié des séries cliniques, on sait qu'il y a tant de patients qui vont avoir une infection, tant de patients qui vont avoir des ruptures de croisés, tant de patients qui vont avoir des douleurs au niveau de l'appareil extenseur. Et en fait, on a des stats comme ça, et on sait que sur une prothèse de hanche, il y a à peu près moins de 2% d'infection. Une prothèse de genou, c'est un tout petit peu plus, mais on sait que c'est à peu près ça. Donc en fait, quand les gens ont une complication, alors ils peuvent porter plainte comme un accident de voiture. Si tu veux, pour moi, c'est comme un accident de voiture. Donc, il y a une plainte parce qu'il y a un préjudice. Mais ça, c'est de l'aléa thérapeutique. Ça veut dire que c'est une complication qui est inhérente et qui est indépendante du chirurgien. Après, un chirurgien peut être attaqué plus lourdement au pénal quand il y a une faute délibérée, détachable du service, et qui ne fait pas partie détachable, si tu veux, de l'aléa thérapeutique, qui ne fait pas partie des complications habituelles et qui peut être grave, et auquel cas il peut y avoir des plaintes plus importantes. Donc ça veut dire que tu risques à chaque fois que tu vas au bloc de te faire attaquer, et ouais. tu ne restes qu'un humain, tu n'es pas un robot. Donc comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un facteur stress justement qui est intrinsèquement lié à chaque fois que tu rentres au bloc? Ou est-ce que tu fais abstraction de cette potentialité de se faire attaquer? Sur le moment, on fait abstraction, mais c'est sûr qu'après, on y pense, parce que c'est jamais agréable, parce que notre but dans la vie, c'est d'aider les gens, donc on est là pour ça. Donc quand ça se passe mal, et quand il y a une complication qui survient, forcément, on est les premiers affectés. Puis ma femme, elle est partie, là, elle peut pas en parler, mais quand il y a une complication qui arrive, moi, ça peut me miner pendant 3 semaines, un mois. C'est un peu diabolique à vivre, mais ça fait partie de la vie du chirurgien, quoi. Donc il pourra y avoir un impact aussi sur les futures opérations, puisque s'il y a un truc qui te mine, peut-être que tu appréhenderas plus. Ça ne veut pas dire que tu feras du mauvais taf, mais ça veut peut-être dire que tu vas aller peut-être avec un mindset différent à la prochaine opération, ou non? Ouais, si, c'est sûr. Ouais. Pas forcément, parce que finalement, ce que je le fais toujours pareil. C'est pas le problème, donc ça modifie pas tellement les pratiques, mais oui, ça peut impacter psychologiquement, même s'il y en a qui vont pas l'avouer et qui vont pas trop le dire. On est peut-être tous différents, mais moi, personnellement, ça m'impacte, et puis c'est plutôt bon signe, parce que je pense que si ça m'impactait pas, ce serait plus qu'inquiétant. Je sais pas, parce que tu vois, pour avoir discuté au fil de ma vie avec plusieurs chirurgiens de différents types, j'avais l'impression que certains avaient vraiment un détachement émotionnel permanent, même dans la vie. Tu vois, une espèce de. En fait, ils avaient appuyé sur off sur le bouton empathie, tu vois, et que finalement, ils n'étaient que des mécaniciens du corps. Puis finalement, ça leur permettait de faire leur boulot correctement. C'est pas apparemment le discours que tu me sors là. Ouais, alors il y en a, moi j'en connais, des comme ça qui sont sur off, mais moi c'est pas ma façon d'être. On est tous une sensibilité différente, quoi. Voilà. Moi, j'y arrive pas, donc. Mais c'est vrai que ça me bouffe un peu la vie parfois, mais en même temps, c'est comme ça. Est-ce que ça aurait pu faire, justement, est-ce que ça a conditionné ton choix de spécialité? Parce que j'imagine que si tu opères un cœur ou un cerveau, peut-être c'est encore, il y a le pronostic vital qui est engagé. Là, sur une hanche, peut-être pas. Maintenant, c'est aussi important parce qu'il y a la mobilité du patient. Mais... Effectivement, nous, on est sur des pronostics fonctionnels, ça n'a rien à voir. Ce que je dis tout le temps aux gens, c'est pas la même chose. Mais non, ça n'a pas choisi. Moi, mon choix de spécialité, c'était surtout sur le fait que j'aime les sportifs, que j'aime. Enfin, c'était surtout pour ça que j'ai fait ça à la base.
Et puis j'aimais les métiers manuels, quoi. J'avais pas envie d'être assis derrière un ordinateur toute la journée, quoi. Tout simplement, c'était D'accord. une raison assez simple, mais qui est plutôt pas mal. Et tu savais que tu étais doué de tes mains et que tu avais peut-être une dextérité ou une aisance avant de Non. faire médecine, ou tu le découvres en faisant, ou tu l'apprends? Non, pas du tout. Mais il y a un jour, j'avais dit à ma tante à l'époque, j'avais dit, mais tu sais, je pense que je serais pas capable d'être chirurgien. Je me sens pas capable de faire ça manuellement. Et elle m'a dit, mais t'es pas plus mauvais qu'un autre. Puis en fait, c'est une phrase qui peut paraître anodine, mais à partir du moment où elle m'a dit ça, elle m'a dit, c'est vrai, elle a raison. Pourquoi je ne pourrais pas y arriver, quoi. Et donc non. Après, la dextérité, c'est un fait, il faut en avoir, c'est sûr, mais plus que la dextérité, c'est surtout de l'intelligence quand on opère, quoi, parce que parfois, on peut avoir des chirurgiens qui ont une grande dextérité, mais qui font pas les bons choix, et à l'inverse, des chirurgiens qui ont une moins bonne dextérité, mais qui font les bons choix, et en fait, c'est surtout ça qui va faire la différence pour moi entre un bon chirurgien et un mauvais chirurgien, plus que la dextérité en soi, quoi. Parce que je rebondis sur ce que tu dis, évidemment. Avant d'ouvrir un patient et de procéder à ton opération, est-ce que tu sais tout ce que tu vas faire, ou est-ce qu'il y a des choix, évidemment, et combien sont-ils au moment où c'est déjà ouvert, où tu te dis, ah ben là, j'avais pas prévu, je dois faire ce choix-là et ce choix-là, ce choix-là. Quelle est la part sur le moment, de décision prise sur le moment que tu Alors, as? je sais tout ce que je vais faire parce que je me le répète la veille, je me le répète le matin et je me le répète en me lavant les mains. Donc, en fait, je sais tout ce que je vais faire. Je sais tout ce qui peut m'arriver et je sais contrer ce qui peut m'arriver parce que j'imagine les complications potentielles et je sais ce qui peut se passer et je prévois ça. Ce qui se passe, un truc que j'ai pas prévu, c'est quand même heureusement assez rare. Et ça arrive. Et quand c'est comme ça, j'hésite pas à demander à un collègue de venir voir et de me dire ce qu'il en pense, parce que toujours bon d'avoir un œil extérieur. Et puis on a la chance de travailler en équipe et c'est important, parce que c'est comme un patient sur la table. Donc c'est important des fois d'avoir un œil extérieur quand il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc j'hésite pas à le faire quand il y a besoin. Ouais. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la pire urgence que tu aies vécue en tant que chirurgien, le truc inattendu, le truc qui te marque comme étant le number one dans le « Waouh, ça, je m'attendais pas à ça ». Si tu peux partager, bien sûr. Oui, bah oui. De toute façon, les pires urgences, ça dépend parce que en fait, ça dépend à quel niveau on est. C'est-à-dire que les pires urgences que j'avais il y a un an, maintenant, elles me stressent moins. Mais de toute façon, la classique urgence, nous, qui est redoutée et redoutable, c'est l'accident de moto. Hein. C'est parce que le motard, quand il tombe, en général, il se rate pas trop. Et ça peut être redoutable parce que souvent, il arrive avec plusieurs fractures. Et puis, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et puis, souvent, c'est des fractures complexes qui peuvent être ouvertes avec l'os qui est ouverte, ça veut dire l'os qui est sorti à la peau, quoi, avec des plaies délabrantes. Et puis là, parfois, on a des choses un peu étonnantes. Et puis, on peut y passer des heures. Hein. D'accord. Et Voilà. puis, il faut prioriser. Comment tu fais pour savoir, on va lui opérer d'abord le tibia avant le genou, avant la hanche? Est-ce qu'il y a un protocole? Tu sais que... on fait d'abord bien sûr, il y a un protocole. On fait d'abord les fractures ouvertes, les plus graves. On commence par ça, parce qu'elles sont à risque d'infection. Donc, et puis après, on fait plutôt les fractures membres inférieures qui sont les plus importantes. Et puis, on va de la fracture la plus importante à la moins importante, quoi. Parfois, même, ça peut arriver de laisser certaines fractures à opérer plus tard. Hein. Bien sûr. On fait surtout ce qu'on appelle du damage control. Donc, on essaye d'être le plus rapide et le plus efficace pour que le patient reste le moins longtemps possible sur la table d'opération, quitte à le réopérer plus tard, quoi. D'accord. Ok. Donc, les urgences les plus marquantes sont liées en général à des accidents de la route, des motards, et où tu as beaucoup de choses à gérer en même temps, sur le même corps. Exactement. Et en général, vous êtes plusieurs, j'imagine, à... Non, on est tout seul. Quand on est de garde, on est tout seul. On a un interne et puis ça peut arriver qu'on y passe toute la nuit. Ouais. Donc ça pas tombe tous les dessus. Jours. Pas tous les jours, heureusement. Ouais, ça tombe dessus. Ouais. Ok. Ouais, non, ça, c'est l'urgence redoutable. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des motards, souvent, ils me font peur, les motards. T'es motard toi-même? Ah bah non. T'imagines bien que non. Est-ce que tu as eu une urgence comme ça, toi, dans ta vie perso, où tu t'es retrouvé de l'autre côté, où tu t'es dit, mince, ça y est, j'ai un truc qui m'arrive, je vais aux urgences pour soigner X ou Y, et c'était assez amusant de te retrouver de l'autre côté. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille, qui est un truc assez fréquent, et j'en traite assez souvent. Et puis l'année d'après, j'ai réussi à me faire les ligaments croisés du genou droit dans mon kitesurf d'ailleurs. Donc je suis allé aux urgences comme tout le monde, au CHU. Puis c'est ouf parce que c'est l'avantage, c'est que je les connais. d'expertise. Je sais pas si c'est un avantage parce que tout le monde se fout de ta gueule,
Mais tout le monde se fout de ma gueule d'ailleurs encore. Mais bon, du coup, je connais. Et du coup, c'est vrai que connaître. Et j'ai eu des luxations d'épaule aussi. Hein, ça, j'en ai pas parlé. Mais j'ai été opéré des épaules. Et du coup, connaître, en fait, c'est très important parce que je me rends compte que j'arrive vachement à comprendre ce que les gens me disent quand ils viennent me voir. Quand ils sont blessés, quand ils ont mal au genou. Parce que quand on l'a pas vécu, on comprend pas. Quand on te dit je peux pas mettre la telle parce que j'ai mal, je peux pas faire ci ou j'ai ci, j'ai ça. Et maintenant, je le comprends vachement mieux. Et même pour la rééducation, je comprends où ils en sont vachement mieux dans la rééducation parce que T'es passé à travers, quoi. ouais. Ouais. Donc ça Donc, a fait finalement, augmenter ton empathie. Bah, Tu arrives plus à te mettre à leur place, ça à les augmente comprendre. l'empathie, mais ça augmente surtout la compréhension. Ça, c'est Ouais. bien. Ouais. Donc du coup, finalement, je vais pas dire que je suis content de m'être blessé, mais bon, pas loin, quoi. Très bien. Bon, bah écoute, mais si tu devais être passé à travers toutes les blessures et tous les maux de la terre pour pouvoir bien soigner un patient, ce serait un peu triste quand même, non? Ouais, c'est un peu triste, ouais. Ce serait même affreux, à vrai dire. C'est un peu triste. Ok. Tu viens de manger un morceau de saucisson en plein milieu de l'interview. C'est fabuleux ce que tu viens de faire. Ouais, bah il Tu sais paraît que t'as que le micro, c'est de la SMR, hein. T'as le d'ailleurs, micro juste en face de on, la a, bouche. on a une bouteille de vin, donc il paraît que c'est l'interview Le Sens Pompette. Ouais, mais vous voyez à quel point on est bien reçu chez un chirurgien. On devrait tous avoir un pote chirurgien, je vous le dis. Ouais, je précise que j'opère pas demain parce que sinon ils vont dire oh là là. Je préciserai pas la date de tournage non plus de cet épisode. Comme ça, on n'aura aucun moyen de te retrouver et de t'attaquer sans raison. Vous vous rendez compte, le mec tourne des émissions, la veille de m'opérer la hanche, maintenant j'en ai 3. Non. Tu rigoles, mais c'est un truc qu'on pourrait me reprocher. Hein. Du coup, César, est-ce que les chirurgiens ont une grosse maison, un gros chien, 4 enfants et une Porsche? Ils sont tous comme ça ou pas? Très bonne question, Vincent. Eh ben, écoute, je te laisse juger par toi-même parce que tu es chez moi là, je crois. Il y a même la caméra qui nous voit. Il y a même la caméra qui nous voit, donc. Il est très joli ton appartement. Est-ce que c'est une maison? Non, c'est un appartement. D'accord. Tu Est-ce as un gros que chien? J'ai un chien, il n'y a pas de chien. Et 4 enfants. Pas d'enfants. Une Porsche dans le garage. Et non, je t'ai pas montré le garage, mais c'est une. On peut pas dire les marques, mais c'est un petit SUV. Un petit SUV. Un petit SUV. Très bien. Voilà. Donc non, c'est un mythe. Bah, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est comme partout. Donc là, c'est la séquence où on parle des rémunérations, c'est ça? C'est détourné. On peut en parler parce que de toute façon, c'est tabou en France. Hein. Mais c'est tabou en France, ouais. En fait, si tu veux, le truc, c'est qu'on se dit toujours que, évidemment, les chirurgiens ont fait tellement d'études, Ouais. ont tellement de responsabilités, et qu'on se dit qu'ils ont un train de vie de dingue. Est-ce que Ouais. c'est une réalité? Est-ce que, évidemment, j'imagine que dans les spécialités, il y a de tout et rien. Ouais. Parle-nous Alors, de ce que tu as envie à ce niveau-là. Allez, j'en parle. Je brise le tabou parce que c'est une question. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui. Bon, bah alors, on va briser le tabou. J'adorerais que tu brises le tabou. Brise donc le tabou en 2. Alors, on va briser le tabou en 2. Bon, bah c'est simple. De toute façon, déjà, il faut classifier. C'est compliqué parce que personne ne gagne la même chose. Donc, il faut déjà différencier les gens qui travaillent dans l'hôpital public, comme moi, des gens qui travaillent dans le privé. Donc, dans l'hôpital public, la rémunération d'un chirurgien en début de carrière, c'est... alors, je compte, si je parle vraiment de moi là maintenant tout de suite, c'est 3 000 € net par mois sans les gardes. Voilà. Et quand je fais des gardes, j'en fais... Ce sont des nuits entières, donc passées à l'hôpital. Et j'en fais entre 3 et 4 par mois maintenant. Et la garde est rémunérée... alors, pour l'instant, il y a tellement de situations différentes. Pour l'instant, c'est 400 € la garde la nuit. D'accord. Voilà. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc tu te sors un petit Donc, 4005 par mois. Non, parce que ça dépend comment tu comptes. Moi, je compte toujours après impôt sur le revenu parce que je compte, sinon ça compte pas Bien forcément. entendu. Donc, c'est autour de 4 000 € quoi. Ouais. Net par mois. Ouais. Mais, peu près. mais ce qui n'est pas indécent. Voilà. Et le chirurgien, il y en a d'autres. Parle-nous du reste de ce que tu sais. Parce que voilà. c'est pas du tout dans ce qu'on s'imagine. non, mais c'est vrai que les gens sont souvent surpris parce qu'ils pensent tous qu'on gagne 15 000 € par mois. Mais effectivement, après, il y a des chirurgiens qui sont dans le privé. Dans le privé, c'est le principe du privé. On gagne À la presta. ce qu'on fait, quoi, ce qu'on travaille, quoi. Mhm. Donc, selon son activité. Donc voilà. Après, dans le privé, ça dépend si on bosse 5 jours par semaine ou pas, combien de prendre de vacances. Mais grosso modo, ça dépend des régions aussi, parce que les dépassements d'honoraires sont pas tous les mêmes selon les régions. Hein. Paris, Lyon. La Normandie, c'est pas la même chose. Mais grosso modo, on va dire qu'un chirurgien moyen dans le privé gagne entre... en plus, je parle sans vraiment connaître parce que je l'ai jamais vraiment vécu, mais de ce que je sais,
entre 7-8 000 et 12 000, 13 000 en moyenne, quoi, on va dire, par mois. À peu près. Entre 7 et 12, ouais, grosso Ouais. modo. Mais pourquoi tu as fait 12 ans d'études pour gagner 3 000 balles par mois? Excuse-moi, je me fais l'avocat du diable. Bah alors, déjà, c'est difficile de répondre à cette question parce que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup, 3 000 euros. Mais c'est une question que je me pose parfois aussi parce que c'est vrai que faut pas avoir de tabou là-dessus. C'est vrai que 3 000 euros, c'est beaucoup. Non, mais attends, non, bien sûr que c'est beaucoup, mais Mais, encore une fois, je fais l'avocat du diable, je suppose. Mais c'est tu l'avocat vois. du diable. Mais en même temps, oui, c'est vrai que ça peut paraître peu en rapport des responsabilités et du nombre d'années effectuées, d'études, etc. et du temps passé au travail parce qu'on passe pas 35 heures au travail. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mythe du chirurgien qui gagne une blinde? Il est où ce chirurgien qui gagne une blinde, à part en Suisse? Où effectivement, là, si jamais tu veux gagner bien ta vie, tu en peux aller là-bas. Suisse, dans certains coins. Mais non, mais il y a des chirurgiens qui gagnent beaucoup. Mais en fait, c'est comme il y a des chirurgiens qui gagnent beaucoup, mais c'est des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des chirurgiens dits chirurgiens stars, entre guillemets, qui sont connus dans un domaine. En France, il y en a quelques-uns qui gagnent plus que les autres. Mais non, un chirurgien de base, standard, qui travaille dans le public, n'est pas millionnaire. Non. Et entre les chirurgiens cardio et les chirurgiens ortho, Il n'y a pas de est-ce qu'il y a une différence. grande Ah non, différence? alors à Non l'hôpital public, en fait, tout le monde est payé pareil. Ah d'accord. Ouais, alors ça peut paraître aberrant. Enfin, moi, je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais pour moi, c'est ce que je trouve un petit peu aberrant dans le système. C'est-à-dire qu'on est tous payés pareil, qu'on soit chirurgien, radiologue, médecin divers et variés. Hein, dans l'hôpital, on est tous payés pareil. Voilà. Parce que Parce que c'est un forfait, c'est pas à la spécialité, c'est au statut. Donc c'est. merci infiniment. J'espère que je me suis d'être- pas trompé, hein, parce que si on m'écoute, on va me dire, oh là là, il dit n'importe quoi lui. Ouais, bah si jamais c'est le cas, je les renvoie vers toi. Bah, Vous aurez un débat. S'envoyer vers moi. Non, mais merci en tout cas d'être transparent, tu vois, plutôt que de Bah, de toute garder façon- ce secret de De polichinelle. toute façon, on est dans la transparence de la vie publique. Mais d'ailleurs, je vais te faire une confidence puisque tu me parles de transparence. Maintenant, ceux qui nous écoutent doivent savoir que même quand un laboratoire me paye un café, vous pouvez retrouver ça sur transparence.gouv. C'est pas vrai. Si, tout à fait. Ah ouais. Donc ça Ouais. évite évidemment tout ce qui est corruption. Ouais, c'est censé éviter tout ça. Ouais. Ouais. Très bien. Passons à la question suivante. Et encore une fois, merci pour la transparence. Je pense que cette question aura été très appréciée. Et la réponse, en tout cas, aura été appréciée par ceux qui nous écoutent. Puisque les secrets de polichinelle, encore une fois, dans ces domaines-là, que sont la santé, la politique, les avocats, ou ce genre de choses, en général, on garde bien les informations qu'on a et on ne veut surtout pas les divulguer. Toi, tu es plein de transparence. Allez voir sur transparence.gouv pour encore plus de transparence. Quelle est la série télé, je passe du coq à l'âne, du genre hospitalier, la plus réaliste et celle qui l'est le moins? Toi qui regardes de Alors, temps en temps. pour être honnête, je tout passe. ça. Non, voilà. Ça, c'est la question qu'on me pose souvent, mais je passe tellement de temps au travail que je déteste tout ce qui est série médicale. D'accord. Je T'as pas du tout envie de peux te pas. replonger là-dedans. Maintenant, t'imagines, toi, par exemple, si tu es intervieweur et que tu passes ta journée à interviewer des gens et que le soir, tu vas passer ta soirée à écouter des interviews, tu vois. Bah si, moi je trouve que, enfin, en l'occurrence, voir ceux qui font moins bien ou mieux. Après, moi voilà, je n'interviewe pas des gens tous les jours, mais tout le temps. Ouais, alors Tu pour vois. comparer ton travail, moi, j'ai pas besoin de comparer mon travail avec ce Non. qui se passe à la télé. Ouais, d'accord, d'accord, Donc non, je regarde pas du tout les séries médicales. Au contraire, je les fuis. d'accord. Donc tu pourras pas Voilà. forcément Mais je peux t'exprimer sur ça je c'est peux pas- aberrant et ça c'est ça c'est juste. Non, après, Grey's Anatomy, c'est la seule que j'ai regardée à un moment donné. Je peux pas dire que c'est aberrant, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans un hôpital, non. D'accord. C'est romancé, c'est de l'eau de rose, c'est de l'amourette dans les couloirs. C'est pas du tout comme ça. La journée type ressemble pas du tout à ça, quoi. Tu n'as Voilà. jamais eu de relation intime avec des subordonnés? Question piège. Question de joker. Je buzz. Non. Eh ben Mais voilà, non. c'est Docteur Mamour que j'ai en face de moi, messieurs dames. Mais non. Non. Très bien. Bon, j'avais essayé de le lancer, mais non, il reste flegmatique comme un chirurgien. J'aimerais bien savoir si les gens, quand ils te croisent et quand ils te rencontrent pour la première fois, ils se sentent obligés de te poser une question sur leur santé à eux. Alors en fait, moi j'ai mal là. Justement, t'es chirurgien. Moi j'ai mal là, tu vois, au genou. Et puis tu vois, ça fait quand même 2 mois. Et puis je me demande, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est l'image que j'ai. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit je suis chirurgien, on lui pose 1000 questions sur la santé. Et le chirurgien n'a Ouais. strictement rien à foutre. Il est en train de boire l'apéro. Ouais. Bon, déjà, félicitations parce que tu as bien préparé ton interview parce que c'est vrai que c'est des questions intéressantes. Et puis celle-là, c'est vrai qu'elle est encore plus intéressante parce qu'on en parle souvent avec ma femme.
Mais effectivement, c'est très fréquent. Des gens, de la famille. Excuse-moi, je te coupe. Ton Vas-y. épouse est aussi dans le domaine médical. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Rhumatologue, médecin de la douleur. D'accord, donc vous avez des domaines, enfin en tout cas des métiers qui sont intrinsèquement liés. Qui sont liés, ouais. Ouais. Tu sais, on se reproduit entre nous. Hein. Ah oui, très bien. Vous Tu couperas ça parce que c'est pas terrible. je vais couper ça. Continue, réponds à la question. Excuse-moi, je t'ai coupé. Merde, c'est quoi déjà la question? La question, c'est est-ce que les gens, quand ils te croisent, Ouais. te posent évidemment Ouais. la question sur Oui. leur propre pathologie Oui, à eux. propre pathologie, tout à fait. Oui, c'est très fréquent, Vincent, très fréquent, que ce soit amis, famille, machin. C'est quelque chose finalement au début qui m'énervait un peu. Maintenant, je l'accepte beaucoup plus facilement. Mais c'est difficile parce que la situation qui est difficile, si tu veux, c'est pas ça, c'est celle où on n'a pas de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, que ce soit la famille ou des amis. Et cette personne-là va t'écrire ou va t'appeler. Et pas pour savoir comment tu vas, ou pas pour savoir où t'en es, ou etc., pour prendre des nouvelles, mais parce qu'il lui est arrivé un truc. Ouais. Et finalement, je peux le comprendre dans un certain sens où la personne se sent stressée, et puis qu'elle connaît dans son répertoire, hop, ça tombe sur moi, ou ça tombe sur quelqu'un d'autre, et t'appelle, mais je trouve ça hyper dur à gérer, parce que c'est vexant, dans un sens où on se rend compte qu'on n'est plus qu'un faire-valoir, ou quelqu'un d'utile, mais pas quelqu'un qui peut être intéressant pour autre chose, quoi. Donc voilà. Écoute, je pense que, alors, c'est un peu, j'ai envie de dire la rançon de la gloire, et je sais même pas si c'est le bon terme, mais comme tu as un métier qui a de l'utilité ou qui a de l'intérêt aux yeux des gens, et on va vite se rappeler, ah oui, chirurgien, tu peux l'appeler, tu vois. Moi, j'avais un peu pareil avec l'événementiel. Tout le monde a envie de connaître un mec dans l'événementiel qui va te faire entrer dans toutes les soirées, tous les festivals et tous les machins. Et effectivement, lorsque j'ai arrêté ce job de l'événementiel à l'époque, j'avais tout d'un coup beaucoup moins de gens qui m'écrivaient des messages, beaucoup moins de gens qui faisaient appel à moi. Et je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais plus utile qu'un ami. Donc je crois que c'est la rançon de la gloire. Comme tu as un métier intéressant, un métier qui fascine, et un métier d'utilité publique, Ouais. peut-être que tu dois faire face à ce genre de gens qui viennent te voir. Maintenant, je suis Ouais. d'accord avec toi. C'est un peu. Tu préférais qu'ils t'appellent pour savoir comment tu vas. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais bon, Est-ce que c'est un appel que mais tu comme fais je te l'ai dit, je l'accepte maintenant beaucoup Tu plus l'acceptes. facilement. D'accord. Est-ce que, dernière question de cette interview, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu as un message à faire passer à des auditeurs potentiels, ou un espèce de coup de gueule, ou un espèce de coup de cœur, ou un truc que tu te dis, et tu dis putain, mais si j'avais un micro, j'aimerais bien leur dire ça aux gens, sur mon travail. Parfois, moi, on me fait souvent la réflexion, on peut me faire la réflexion, oui, la dernière fois, les patients, ils me disent ça. Vous aviez pas été sympa, ou vous avez pas été. J'ai l'impression que vous n'en aviez rien à faire, ou etc. À l'écoute. Ou pas à l'écoute, voilà, exactement. Ou pas disponible, ou pas avec moi. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est un sentiment souvent qu'on peut donner. Mais en fait, c'est un sentiment que des fois que je lutte contre ça, parce que on donne cette image qu'on n'a pas envie de donner, parce que tout. Moi, il n'y a personne que j'abandonne, et tous les patients, je m'en occupe de façon égale. Et en fait, je supporte pas cette réflexion, parce que si les gens savaient le temps que je prends pour chacun d'entre eux à m'occuper de son dossier sans qu'ils le sachent, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Et ça, moi, c'est une réflexion qui parfois me blesse un chagrine, peu. parce Ouais. que le temps que je passe, où je me dévoue aux gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils n'en ont pas l'impression, et ben, j'aimerais leur dire ça. Voilà. D'accord. Voilà, que je m'occupe d'eux, même si j'en ai pas l'air parfois, parce qu'on peut paraître désinvolte, on peut paraître fatigué, ce qui peut être le cas. Mais c'est vrai qu'on a un métier où on doit toujours être en forme, parce qu'on voit des gens toute la journée. Et ça nous arrive, comme tout le monde, d'être un peu fatigué, et peut-être de moins faire passer les messages qu'on voudrait faire passer. Mais voilà. C'est assez touchant ce que tu dis, je trouve, parce que c'est vrai que c'est le cliché aussi de base. Ah, lui, il est peut-être bon dans son métier, mais quel con. Putain, il aurait au moins pu me faire un sourire, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai mal. Tu vois, c'est le cliché de base, et c'est vrai que c'est bien de préciser ça. Et effectivement, je pense que pour t'opérer, le gars qui va s'en charger a dû certainement étudier ton cas pendant longtemps. Et en tout cas, si c'est le cas de toi, et si tu exprimes justement cette frustration, je pense que tu n'es pas un cas isolé non plus dans le domaine de la santé. Non. Mais c'est sûr qu'on a besoin de. Des fois, on peut paraître, mais c'est parce qu'on réfléchit. On a besoin d'être concentré. Et puis, c'est pas non plus très naturel. On n'est pas formé initialement, nous, à ça, au relationnel. Ça fait pas partie de notre formation. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on a en nous et qu'on apprend et qu'on développe. Mais c'est pas toujours facile émotionnellement. Et puis, on a besoin de se protéger aussi, nous, parce que c'est difficile à encaisser, quoi.
parfois ouais. certaines situations. Et puis ouais, Ouais. j'aimerais juste rebondir aussi là-dessus parce que c'est vrai que moi j'ai fait une école de commerce, donc on nous apprend à manager, à potentiellement manager des gens, Ouais. même si on t'apprend pas à le faire en pratique, tu manages personne dans ton école de commerce, mais on te forme à potentiellement pouvoir le faire dans le futur. Mais toutes ces professions libérales, ces professions de santé, ces avocats, etc., évidemment, toutes ces professions libérales et de santé, comme je viens de le dire, on les forme à leur métier, mais pas à ça. Et toi, tu fais beaucoup de relationnel, tu fais du management. J'imagine que tu as des gens qui bossent avec toi au bloc, etc., comme on le disait, mais on t'a pas formé à tout ça. Donc ça doit être sorcier au début de se retrouver à dire j'ai des gens dans mon équipe, je dois aussi faire du management, alors que mon métier intrinsèque, mon métier de base, c'est de soigner les gens. Comment t'as géré ça dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes? Ça, là, le relationnel dont tu parles? Ouais, Ou- je pense que c'est l'un des problèmes principaux, gérer le relationnel. Alors, certains font ça très naturellement. Moi, c'était pas mon cas. Et donc, même si j'étais touché par la situation, j'avais besoin de développer ça. Et j'essaie d'y travailler toujours, tous les jours, et de faire au mieux, quoi. Mais c'est jamais facile, hein, parce que comme tu viens de le dire, on n'est pas préparé à ça, on n'est pas formé. On pense l'être, on pense savoir faire, mais c'est pas toujours naturel, quoi. Des fois, on a besoin d'apprendre des choses, puis ça s'apprend avec le temps aussi, hein. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Merci pour cette réponse. On va clore cette interview par ce témoignage de ta part. On va passer à l'interview suivante, une nouvelle interview dans le sens, qui s'appelle comment? L'interview le sens. L'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview sensée. Du coup, interview le sens, puisque parfois, on revient vraiment en me disant, mais oui, mais tu parles du sens. C'est bien, mais tu ne poses que 2-3 questions sur le sens de la vie des gens. On aimerait en savoir plus. Recentre-toi un peu, Vincent. Eh bien, c'est le cas. Interview le sens, on parle uniquement du sens, rien d'autre. Je te pose 5 questions. C'est parti. Tu es parti vivre à Tahiti. Pourquoi ça faisait du sens à ce moment-là? Parce que j'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de vivre un peu, en fait. Parce que quand on fait de la médecine, et je pense que je suis pas seul à penser ça, on vit pas. Enfin, on vit pas. On consacre vraiment beaucoup de temps à ce qu'on fait, à apprendre, et on passe des années comme ça, la tête dans le guidon, à pas regarder ce qui se passe autour. Et j'avais besoin de prendre du recul, de m'échapper, de partir loin. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie. Parce que ça permet vraiment de tout mettre les choses en perspective et de se rendre compte de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on a envie de faire de notre vie, comment on imagine notre vie. Et c'est toujours important de prendre une petite retraite comme ça dans sa vie. Alors, c'était pas vraiment une retraite parce que j'ai travaillé là-bas, mais Tu faisais ton métier de chirurgien là-bas? exactement. Mais ouais, vraiment une expérience incroyable. Ok, deuxième question. Tu es chirurgien. Et là, la question principale du podcast. Hein. Pourquoi ça fait du sens pour toi d'être chirurgien, si tu devais le synthétiser? Bah, ça fait du sens parce que c'est un bonheur que seuls les chirurgiens peuvent comprendre. Mais moi, je ressens toujours quand j'opère quelqu'un et que je le revois soit le lendemain, soit 2 mois, 3 mois après, et qui me dit mais c'est génial docteur ce que vous m'avez fait, je remarche, j'ai plus de douleur, je peux refaire mon sport, ma vie est beaucoup mieux. Quand on a ce commentaire-là, ça vaut tous les cadeaux du monde, quoi. Donc, d'ailleurs, dès que j'en ai un, j'appelle ma femme pour lui dire parce que ça me rend toujours aussi heureux. C'est beau. Donc Ouais. ça t'alimente et finalement, Exactement. ça explique tous les efforts que tu as fait et que tu fais encore pour être un bon chirurgien. C'est ce retour Exactement. des gens, d'avoir l'impression d'être utile Ouais. et en plus d'avoir le retour direct de la personne qui te le dira. Est-ce que ça arrive souvent que les gens te le disent ou est-ce que ça reste anecdotique? Oh, ça arrive souvent quand même. Ça arrive souvent. Heureusement, parce que sinon, ça n'aurait plus de sens. Ça arrive souvent. Très bien. Troisième question. Tu t'es mis au triathlon récemment. Donc, tu fais beaucoup de sport. Tu m'as dit que tu t'étais mis au triathlon parce que tu l'avais fait avec un ami, etc. En quoi ça fait du sens et en quoi c'est complémentaire peut-être avec ta vie professionnelle? Ouais, tu es très bien renseigné, mais c'est vrai qu'on s'est croisés il n'y a pas longtemps. Parce que tu t'es pas renseigné sur les réseaux, puisque je ne suis pas sur les réseaux. Non, absolument. J'ai été me renseigner sur LinkedIn pour avoir le titre exact de ton job. Ah ouais. Qui es-tu exactement? Tu es chef de clinique, Ouais. tu n'es pas simplement chirurgien, je le rappelle. La question suivante, le sens ultime de ta vie, c'est quoi? Le sens ultime, au-delà de ton job, parce qu'on te ramène toujours dans cet épisode à ton métier. Ouais, Mais peut-être que le sens de ta vie est un petit peu différent du sens que le job a pour toi. Quel est le sens de ta vie? Pourquoi tu es sur cette terre?
Voilà, là on est dans Psychologie Magazine. On est dans Psychologie Magazine que je vais contacter bientôt. Psychologie Magazine, si vous m'écoutez, faisons un partenariat ensemble. Le sens de la vie, c'est bien parce que c'est une question que je me pose souvent. Je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais le sens de la vie, c'est un équilibre pour moi à trouver entre la passion du travail, parce que certains, à mon avis, se perdent dans le travail, ce qui peut être bien aussi. Tout le monde trouve son bonheur où il peut, mais moi, je pense que c'est un équilibre à trouver. Il faut le trouver, ce qui est important, entre le travail, la famille, parce que la famille, finalement, c'est tout ce qui reste quand il n'y a plus rien. Et souvent, ils s'en vont pas, ceux-là. Ils s'en vont pas, ceux-là. Si on a la chance que ce soit le cas, encore ils une sont fois. tenaces. Les amis aussi, c'est très important, bien sûr. Et puis le sens, c'est de toujours avoir des... Alors, c'est vrai que c'est le principe de l'être humain. L'être humain, finalement, il est un peu comme les Normands, quoi, conquérant. On est tous un peu comme ça, finalement. On n'arrive pas à se satisfaire d'un canapé et d'une télé. Hein, on a toujours besoin de plus. Ou d'une plus grande télé. Ou d'une plus grande télé, ou d'un plus grand machin. Mais moi, c'est pas matériel. Moi, mon bonheur, il n'est pas matériel. C'est la famille, les amis, les rencontres. Et puis, toujours se fixer des objectifs, des petits défis au quotidien. Et c'est vraiment un bonheur pour moi. Et pour moi, c'est ça le sens. C'est rendre service aux gens, partager des bons moments avec ceux que j'aime, et en fait, c'est tout. Point. Écoute, moi, j'aime bien ta réponse parce que finalement, elle est un peu générique, cette réponse. Après bientôt 15 épisodes, je me rends compte à quel point on est un peu tous les mêmes. Ah merde, j'ai rien d'original. Non, t'as rien d'original, et en même temps, c'est beau parce que on est tous des êtres humains, on est tous les mêmes. On a tous un rôle et une fonction différente dans la société. On a tous des choses qu'on fait qui nous alimentent, financièrement pour payer notre loyer, mais aussi personnellement, et émotionnellement aussi. Et on se rend compte c'est quand même relativement souvent la même chose. Notre entourage, nos passions, l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin. Et je ferai certainement moi-même un épisode bilan de ce que j'ai entendu, peut-être des 15, 20, 30 personnes que j'ai pu interviewer. Et déjà maintenant, j'arrive à trouver des points communs entre nous tous qui nous rassemblent, et je trouve ça plutôt bien. Merci pour cette interview. On va terminer avec ce qui devient maintenant récurrent, puisque si vous écoutez les précédents épisodes, vous savez qu'il y a un grand concours, un grand jeu que j'organise avec mes invités. Ça s'appelle la dernière minute 30. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, il était préférable de faire 10 questions plutôt qu'une minute 30. Donc c'est la dernière minute 30, mais maintenant elle s'appelle 10 questions pour un camembert. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La la Les 2 dernières minutes pour gagner une bouteille de Calva et un pont l'évêque. Chaque invité à partir de maintenant répondra à 10 questions. Le meilleur, qui aura répondu bien aux plus de questions dans le temps le plus court, gagnera une bouteille de Calva et un camembert de Normandie, puisqu'il faut quand même valoriser le terroir. Tu bois du Calva et tu manges du camembert ? Bien sûr, hein, évidemment. Excellent, donc le jeu Bon t'intéresse. vivant. Comment ? Le jeu t'intéresse. Le jeu m'intéresse, ouais. Alors c'est parti, c'est une compilation de questions dans ton domaine et sur ta vie. Cite-moi 3 matières utilisées pour la fabrication d'implants de hanches. Du chrome, du cobalt et du polyéthylène. Excellent. Comment s'appelait le chirurgien du sport avec lequel tu as travaillé à Lyon en 2019 ? Dr Sonricotet, Exactement. que je salue d'ailleurs. Magnifique, tu lui enverras le podcast, il sera honoré. 3e question, date de la première pose d'une prothèse de hanche. La première pose d'une prothèse de hanche, en quelle année ? Ah, oula, ça doit être dans l'histoire. Dans les années 60. Mais... non. Alors attends, début du siècle. 3 options. Début du siècle. 1941, 1951, 1961. Officiel. Oh, ça doit être 1941. 1941, c'était la création par McKee. 1951 et la date de la première pause. Malheureusement, tu as faux. Oui, mais il y a eu des prothèses en ivoire dans le passé, plus anciennes, mais bon. Tu en sais plus que moi. Ouais. Nous verrons si nous t'accordons un demi-point pour cette réponse. Quel est le numéro des urgences téléphoniques en Suisse ? Le 144, le 148, le 911 ? Trop facile de dire pour la France. C'est pas mal. 911 étant aux États-Unis, il s'agit Voilà. du 144. Bah oui, mais bon. Tu peux pas savoir. Mais comme tu habitais en Savoie, comment dit-on ça va en tahitien ? Je sais dire bonjour, Yaorana, mais c'est plus facile. Parce que le tahitien, c'est compliqué, hein, le tahitien. Ouais, même là, tu vois, phonétiquement, c'est compliqué. Ok, très bien. 6e question. Quel est le slogan de mon podcast ? Non, mais je l'ai plus là.
À la rencontre de ceux qui l'ont Voilà. trouvé. C'est pas grave. Numéro 7. Pourquoi il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion? Parce que Julien Lepers. Excellent, merci. Un point, au moins un point. Une question numéro 8. En triathlon, qui est Yann Frodeno? L'homme que je dois battre. C'est exact, je considère la réponse comme bonne. C'est le recordman du monde d'Ironman en 7h27 et 53 secondes. Qui a dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Simple. Ouais, là, je vais passer pour un inculte, là. C'était simple, c'est simple. Bah ouais, basique. Simple. Absolument. Ce n'était pas Orelsan qui l'a dit. Par contre, c'était Jean de La Fontaine dans une fable. Fable de la Le Fontaine. lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. J'ai même pas écrit, mais je crois Voilà. que c'est ça. Mais ma femme, elle me dit toujours que je suis un inculte. Donc, j'ai pas bon. mais je lis trop de médecine, c'est pour ça. J'ai pas le temps de lire les fables de La Fontaine. Comme tous les médecins, tu es trop spécialisé, mon cher. Numéro 10, et dernière question. Louis Pasteur est né en 1822, 1854 ou 1813? 1800 combien t'as dit? 1822, 54 ou 13? Dans le désordre pour te piéger. 1854. Il est né en 1822. Ah. Eh oui. Donc je crois que tu n'as pas énormément de points. Non. Je ferai Non, le non. calcul. Et puis là, j'ai un peu honte sur la fable de La Fontaine quand même. Et ben nous, en tout cas, on va vous laisser parce qu'on est à l'apéro. Il est Ouais. 20h49. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, après-midi, vacances, journée de travail, ce que vous voulez. César, c'était un plaisir de te recevoir dans le sens aujourd'hui. Plaisir partagé, T'es Vincent. content d'avoir partagé avec moi, d'avoir dévoilé des choses sur ta vie et ton Ouais, je métier? suis très content. J'espère pas avoir dit trop de bêtises et des choses intéressantes. On verra les retours de ce podcast si ils sont bons. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. Je te dis à bientôt. Bah, à bientôt, Vincent. Salut César. Ciao. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode sur YouTube. Tu as une mission, aller sur Instagram et t'abonner au profil Le Sens Média. En attendant le prochain épisode, je te souhaite que des bonnes choses et n'oublie pas que si tu t'es réveillé ce matin, c'est juste que là tu es dans le bon sens. Sens.